N'accepte jamais qu'un homme ne fasse ces 4 choses si vous n'êtes pas marié. Écoute attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, car la dernière te concerne directement. Aujourd'hui, des femmes donnent des choses qu'aucun homme ne mérite sans engagement. Et elles appellent ça l'amour, la liberté ou la modernité. Pourtant, dans toutes les civilisations anciennes, certaines limites n'étaient jamais franchies sans union. Pas par morale, mais parce que les conséquences étaient connues. Ce que tu donnes à un homme avant qu'il ne t'ait épousé change ton esprit, ton attachement, ton équilibre intérieur. Et souvent, tu ne comprends les dégâts que des années plus tard, quand il est déjà trop tard. Cette vidéo n'est pas là pour te juger, elle est là pour t'éveiller. Si tu es une femme, écoute jusqu'au bout. Si tu es un homme, écoute aussi, parce que tu comprendras enfin les dommages que tu fais aux femmes. Il y a 4 choses qu'une femme ne devrait jamais accepter qu'un homme lui fasse tant qu'il n'y a pas de mariage. Et la première est celle que presque tout le monde commet. Tout commence toujours par un seuil que certaines franchissent sans savoir qu'il ne se referme jamais de la même manière. Parlons de la virginité, pas comme un mythe, mais comme un passage. La virginité n'est pas un mythe ancien ni un symbole religieux, c'est un seuil psychologique. Dans toutes les sociétés humaines anciennes, on ne parlait pas de virginité comme d'un simple état du corps, mais comme d'un passage irréversible. Avant ce passage, la femme se perçoit comme intacte. Après, elle se perçoit comme liée. Ce changement ne se fait pas dans la chair, il se fait dans l'esprit. Les anciens le savaient. Chez les Grecs, chez les Africains, chez les peuples orientaux, la première union était entourée de règles, non pour contrôler la femme, mais parce qu'elle modifiait son rapport à elle-même. Une femme qui donne son corps pour la première fois ne donne pas qu'un accès physique, elle ouvre une porte intérieure. Et une fois cette porte ouverte, l'esprit ne revient jamais exactement à l'état d'avant. Aujourd'hui, beaucoup de femmes cèdent sans le vouloir vraiment, pas par désir profond, mais par peur. Peur de perdre l'homme, peur d'être remplacée, peur de passer pour trop lente. Certaines appellent ça de la liberté, mais intérieurement, ce n'est pas de la liberté. C'est une négociation silencieuse. Si je donne ça, peut-être qu'il restera. Et cette pensée, même si elle n'est jamais dite, marque profondément. Quand la virginité est donnée sans engagement clair, il se crée un déséquilibre immédiat. Psychologiquement, la femme s'attache plus vite, plus fort. L'homme, lui, ne ressent pas la même transformation. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une différence de fonctionnement émotionnel. La femme associe souvent la première union à un début. L'homme peut l'associer à une expérience. Et quand ces deux visions ne se rencontrent pas, la blessure s'installe. Spirituellement, au sens humain, pas religieux, beaucoup de femmes décrivent après coup une perte difficile à expliquer. Un mélange de vide, de regrets diffus, parfois de honte silencieuse. Pas parce qu'elles ont mal fait, mais parce qu'elles ont franchi un seuil avec quelqu'un qui n'était pas prêt à les porter après. Le corps a avancé plus vite que le cadre émotionnel. Sur le plan sentimental, cela laisse des traces. Une difficulté à poser des limites ensuite, une tendance à donner plus pour retenir, une confusion entre attachement et amour. Certaines femmes deviennent dures, d'autres deviennent dépendantes, rarement indifférentes, parce que ce premier passage a réécrit une partie de leur rapport à l'intimité. La loi ancienne derrière tout cela est simple. Ce qui ouvre l'accès total à l'intimité transforme celui qui donne plus que celui qui reçoit. Quand cet accès est offert sans protection, sans projet, sans responsabilité en face, la femme paie le prix intérieur. Pas immédiatement, mais toujours plus tard. La virginité n'a pas de valeur parce qu'elle est pure. Elle a de la valeur parce qu'elle marque le premier lien profond entre le corps, l'émotion et l'identité. Et tout ce qui touche à l'identité mérite un cadre, toujours. Une fois que ce seuil est franchi, quelque chose d'autre se met en place. Ce n'est plus le corps qui parle, c'est l'attachement. Et là, beaucoup de femmes tombent dans un piège silencieux, le plaisir sans sécurité. L'orgasme féminin n'est pas un simple moment de plaisir,
C'est un acte d'abandon total. Le corps se relâche, l'esprit lâche prise, les défenses tombent. Pendant quelques secondes, la femme ne contrôle plus. Et dans l'histoire humaine, tout ce qui provoque un abandon complet a toujours été considéré comme puissant et dangereux à la fois. Les anciens le savaient. Dans les traditions orientales et africaines, l'orgasme féminin était lié à l'énergie vitale. On disait qu'une femme se donnait réellement à l'homme qui la faisait atteindre cet état. Pas parce qu'il l'utilisait, mais parce qu'elle liait inconsciemment ce moment à lui. Le plaisir intense crée une empreinte, et plus l'empreinte est forte, plus le lien émotionnel s'ancre profondément. Aujourd'hui, beaucoup de femmes vivent l'orgasme sans cadre, sans sécurité, sans engagement réel en face. Elles pensent partager un moment, alors qu'en réalité, elles s'attachent intérieurement. Le corps féminin associe souvent le plaisir profond à la connexion, à la confiance, à l'intimité émotionnelle. Même quand la femme se dit détachée, son inconscient, lui, ne l'est pas. La cause est rarement le désir pur, c'est souvent l'espoir. Espoir que ce moment rapproche, espoir que l'homme s'attache, espoir qu'après ce qu'elle donne, il ne la regardera plus comme avant. Mais la vérité psychologique est dure. L'homme peut jouir sans s'attacher, là où la femme, après l'orgasme, ressent souvent un lien renforcé, même si elle refuse de l'admettre. Les conséquences apparaissent avec le temps. Psychologiquement, la femme devient plus tolérante à ce qu'elle n'acceptait pas avant. Elle justifie, elle minimise, elle attend. Elle donne encore, pensant inconsciemment retrouver ce moment de connexion totale. Sentimentalement, elle confond le souvenir du plaisir avec l'idée d'amour. Et quand l'homme ne répond pas avec le même niveau d'engagement, la frustration s'installe. Sur le plan intérieur, certaines femmes ressentent une fatigue émotionnelle étrange, une sensation d'avoir trop donné sans recevoir l'équivalent. Pas matériellement, mais symboliquement. Leur corps a ouvert quelque chose que la relation n'a jamais construit, et ce déséquilibre crée souvent de la colère, de la tristesse ou une fermeture progressive du cœur. La loi ancienne derrière cela est simple et universelle. Le plaisir qui provoque l'abandon lie plus fortement celui qui s'abandonne que celui qui reçoit. Quand l'orgasme est vécu sans protection émotionnelle, sans cadre clair, sans projet partagé, il devient une source d'attachement unilatéral. Et l'attachement unilatéral est toujours une faiblesse dans une relation. L'orgasme n'est pas dangereux en soi. Ce qu'il est, c'est de l'offrir à quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer ce que cet abandon crée. Parce que le corps, lui, n'oublie jamais. Quand le plaisir devient un langage, il transmet aussi une position. Certaines pratiques ne parlent pas au corps, elles parlent à l'inconscient. Et ce que l'inconscient masculin interprète n'a rien à voir avec ce que la femme croit donner. La fellation. Ce sujet dérange parce qu'il ne touche pas seulement au corps, il touche ton spiritu. Dans l'inconscient humain, la bouche n'est pas un organe banal. Depuis les textes anciens jusqu'à la psychologie moderne, elle représente la parole, la dignité, l'expression de soi. Ce qu'une personne accepte de faire avec sa bouche dit beaucoup plus sur la relation que ce qu'elle accepte de faire avec son corps. Dans les sociétés anciennes, certains gestes intimes étaient strictement encadrés, non par morale, mais par compréhension du déséquilibre psychologique qu'ils pouvaient créer. Donner ce type d'accès sans cadre clair plaçait automatiquement la femme dans une position de concession et l'homme dans une position de réception sans responsabilité. Ce n'était pas vu comme un échange, mais comme une asymétrie. Aujourd'hui, beaucoup de femmes acceptent cela par peur, peur de frustrer, peur d'être jugées coincées, peur que l'homme aille chercher ailleurs. Elles se disent que ce n'est qu'un geste, que cela ne veut rien dire, mais intérieurement, ce n'est jamais neutre. Car à chaque fois qu'une limite est franchie sans être pleinement assumée, quelque chose se déplace dans l'estime de soi. Psychologiquement, ce type d'acte, lorsqu'il est donné sans engagement, modifie la perception que la femme a d'elle-même, pas de manière brutale, mais progressive. Certaines commencent à se voir comme un moyen de satisfaire plutôt que comme une personne à considérer. Cette transformation est silencieuse, elle ne fait pas de bruit, mais elle laisse des traces. Du côté de l'homme,
L'effet est souvent l'inverse de ce que la femme espère. Beaucoup pensent que cela va créer de l'attachement. En réalité, chez beaucoup d'hommes, cela crée surtout une habituation. Ce qui est donné facilement devient normal, et ce qui devient normal ne crée plus ni admiration, ni projection sérieuse. Ce n'est pas de la cruauté, c'est un mécanisme humain. Sur le plan sentimental, les conséquences apparaissent plus tard. Difficulté à se sentir respecté, impression diffuse d'avoir trop donné, malaise quand la relation n'évolue pas, et surtout une question intérieure qui revient souvent. Pourquoi je fais autant et lui si peu? Cette question naît toujours d'un déséquilibre initial. Les anciens résumaient cela par un principe simple: ce qui engage la dignité doit être protégé par un cadre, pas parce que c'est interdit, mais parce que ce qui touche à la dignité quand il est offert sans reconnaissance en face fragilise celui qui donne. Accepter ce type de geste sans engagement clair, ce n'est pas être ouverte d'esprit, c'est souvent se placer en dessous de sa propre valeur sans s'en rendre compte sur le moment. Et ce positionnement, une fois installé, est très difficile à inverser. Il existe un stade où l'intimité cesse d'être un échange. À ce stade, il ne s'agit plus d'amour, ni même de désir, il s'agit de disparition de limites. Et quand une femme abandonne toute frontière avant l'union, elle abandonne souvent plus que l'elle n'imagine. La cohabitation intime est l'acte le plus grave, parce qu'il ne touche pas seulement au corps, mais à toute la structure de la vie d'une femme. Vivre comme mari et femme sans être marié, ce n'est pas tester l'amour, c'est installer le mariage sans les protections du mariage. C'est donner la stabilité, la présence, le corps, le quotidien, sans exiger la responsabilité qui va avec. Les sociétés anciennes avaient toutes compris une chose essentielle: le quotidien crée l'attachement le plus profond, bien plus que le plaisir, bien plus que les paroles. Partager le lit, les repas, les habitudes, les silences, c'est créer un lien de couple total. C'est pour cela que, dans l'Antiquité, la cohabitation était strictement réservée à l'union officielle, non par tradition, mais parce que le cerveau humain confonde rapidement habitude et engagement. Pourquoi tant de femmes acceptent cela aujourd'hui? Parce que cela commence toujours doucement, juste pour un temps, pour voir si on est compatible. Le mariage viendra plus tard. En réalité, ce que beaucoup ne voient pas, c'est que l'homme obtient déjà tout ce que le mariage donne, sauf une chose, l'obligation de rester. Et quand l'obligation disparaît, la relation change de nature. Psychologiquement, la cohabitation intime crée un piège silencieux. La femme investit émotionnellement chaque jour, elle organise sa vie autour du couple, elle adapte son rythme, ses projets, son énergie. Son esprit commence à fonctionner comme celui d'une épouse. Mais juridiquement, socialement et symboliquement, elle reste remplaçable. Cette contradiction use lentement, mais profondément. Sur le plan sentimental, les dégâts sont souvent lourds. Quand la relation se termine, la femme ne perd pas seulement un homme, elle perd une maison, une routine, une identité construite à deux. C'est pour cela que les ruptures après cohabitation font plus mal, durent plus longtemps, et laisse plus de cicatrices. Le cerveau a déjà enregistré la relation comme un foyer, pas comme une simple histoire. Spirituellement, au sens humain du terme, la cohabitation sans engagement crée un vide. La femme donne la stabilité sans recevoir la sécurité. Elle donne la loyauté sans recevoir la promesse. À long terme, cela génère une fatigue intérieure, une perte de confiance, parfois même une colère silencieuse contre elle-même. J'ai tout donné, mais je n'ai rien sécurisé. Les anciens résumaient cette loi ainsi: on ne construit pas une maison sans fondation. Le mariage était la fondation. La cohabitation sans engagement est une maison construite sur du sable. Elle peut tenir un moment, mais quand la tempête arrive, tout s'effondre. Et celui qui perd le plus est toujours celui qui a le plus investi émotionnellement. Vivre comme mari et femme sans être marié n'est pas une preuve d'amour. C'est souvent une preuve de déséquilibre. L'amour qui veut durer
accepte de se structurer. Celui qui refuse le cadre profite du confort, sans porter le poids. Le plus grave n'est donc pas de partager un toit, le plus grave, c'est de vivre une vie d'épouse sans jamais être choisie comme telle. La reprise du pouvoir. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'une partie de toi a reconnu la vérité. Cette vidéo n'a pas été faite pour juger, mais pour réveiller. Le passé existe, certaines décisions laissent des marques, mais aucune femme n'est condamnée à rester prisonnière de ce qu'elle a fait hier. La valeur ne disparaît pas, elle se répare quand on décide de se respecter à nouveau. Si tu as déjà vécu l'un de ces actes, écoute-moi bien. Le problème n'a jamais été ton corps, le problème a toujours été l'absence de cadre, et ce cadre peut être reconstruit. L'esprit humain se restaure quand il comprend, quand il met des limites, quand il reprend la direction. Le bonheur conjugal et la paix intérieure ne sont pas réservés à quelques-unes. Ils commencent le jour où tu décides de ne plus te donner sans te choisir. Avant d'aller plus loin, prends une décision concrète. Clique sur le lien dans ma bio pour télécharger le livre qui aide à réparer ce que le passé a abîmé, à restaurer l'équilibre intérieur et à redonner une chance réelle à une relation saine, stable et respectueuse. Ce livre n'efface pas hier, il t'apprend à reconstruire demain. Si c'est la première fois que tu entends ce genre de vérité, abonne-toi. Partage cette vidéo à une femme qui en a besoin. Garde-la en favori pour ne pas la perdre, parce que certaines prises de conscience arrivent avec le temps. Laisse un j'aime pour aider ce message à atteindre celles qui souffrent en silence. Et maintenant, je te pose une seule question. Laisse ta réponse en commentaire. À quel moment une femme reprend-elle vraiment son pouvoir? Quand elle donne tout ou quand elle se choisit enfin?